Reza, très brièvement, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous le connaissez bien, vous? Non? Bon, alors, Reza, c'est le photographe, un des grands photographes, on va dire, témoin de ce monde dans tous ses états. Depuis maintenant de nombreuses années, il a été sur tous les conflits. C'est vraiment un homme qui témoigne de par la force de sa photo, un regard aussi particulier et cette douceur qu'il peut avoir aussi dans ses témoignages au niveau des paysages, au niveau des personnes. Il travaille aujourd'hui pour la chaîne National Geographic, il fait des documentaires, il a fait des livres, vous connaissez forcément ses photos. Il a commencé à travailler à l'âge de 14 ans, on peut dire que c'est un photographe militant, activiste. Sa première photo a été diffusée à l'âge de 16 ans. Où il était en révolte contre son pays. 22 ans, il a payé de son temps, de sa vie, où il est resté enfermé quand même de nombreuses années en prison. Et pour moi, Reza, pour moi, ce qui peut résumer son travail, c'est presque un sentiment, on va dire un ciment fraternel entre les hommes. Il va vous en parler tout à l'heure. Pour moi, sa plus belle action, c'est le Rwanda. En 1996, il a initié les gens à la photographie pour que les réfugiés, enfin les parents réfugiés, exilés, puissent retrouver leurs enfants. Ce sont près, je crois, de 12 000 photos, c'est ça, qui ont été réalisées. C'est un humaniste, photographe, témoin de notre monde, et qui prône la paix également et la fraternité. Je pense qu'on peut l'applaudir. Reza. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, et en plus, j'avais oublié, avec une formidable humilité. Bienvenue. C'est pas facile avec les micros. Je vous laisse faire. Avec plaisir. Okay. Merci beaucoup. Bonjour. Certainement, vous aurez préféré de passer le temps à l'extérieur avec le soleil, mais je vais expliquer un peu quelques les images aussi qui sont les images du soleil. Une des photographies qui est présentative de mon travail, celui-là, c'est tout ce que j'essaye de faire dans les zones de guerre et conflit, c'est de me pencher plutôt vers les survivants et que montrer la guerre et les horreurs de la guerre à travers le regard des survivants. Une petite fille dans un village le plus bombardé d'Afghanistan, je crois qu'avec son regard, il nous explique. J'essayais toujours d'être très simple dans mes photographies, les compositions très simples, très compréhensibles, mais qui a un sens à tout ce qu'on est en train d'expliquer. Celui-là, c'était dans une photo comment montrer les guerrieros, les combattants de l'ombre en Afghanistan qui se battaient contre les Russes. Donc, vous voyez, il y a toute cette composition, les symboles qui sont importants, visuels. Chemin faisant, j'ai travaillé en indépendant toujours. Une grande partie de mon travail, c'était pour le magazine National Geographic. Ici, vous avez quelques de mes couvertures, les sujets que je travaillais. Je voulais montrer pour expliquer que malgré qu'on a toujours... on voit des photos des animaux ou le wildlife dans National Geographic, mais mon travail c'est très concentré sur les êtres humains et leurs histoires. Donc même ici, vous voyez qu'il y a toutes ces mes couvertures, ce sont que des histoires de notre culture, de notre humanité. Ce sont d'autres images sur d'autres magazines, d'autres couvertures quelque part. Comme je disais, cette indépendance éditoriale, ça me permet à continuer à travailler un peu là où j'ai envie de travailler, et pas seulement à travers les magazines National Geographic. Les livres sont aussi une partie importante pour moi d'expliquer ce que je veux répandre, le message des autres. Une de mes photographies aussi, que pour moi ça explique un peu ce que je fais, c'est un peu le symbole de celui-là, essayer de cadrer la réalité, sans intervenir, sans de mise en scène,
sans demander des gens de se bouger ou faire quelque chose soit. C'est un peu ce que je fais en réalité depuis presque 35 ans de travail. Pareil, les relations de travail, passer beaucoup de temps dans les zones de guerre et conflit, je me suis rendu compte combien les vraies victimes de cette guerre, ce sont des enfants et après des femmes. Ce sont les vraies victimes de guerre et j'ai commencé à avoir un travail, un regard beaucoup plus sur ces victimes, mais aussi d'essayer de comprendre. Je disais, je suis plutôt un correspondant de paix qu'un photographe de guerre. Une photo pour montrer les réfugiés en Afghanistan, ou une autre image de réfugiés, c'est ce que les réfugiés, ce sont je dirais, la communauté mondiale. Ils sont aujourd'hui plus de 100 millions des êtres les plus vulnérables dans notre temps aujourd'hui. Il n'y a pas plus vulnérable une communauté dans le monde que des réfugiés, parce que c'est des gens qui d'un seul coup, ils perdent tout ce qu'ils avaient. Ils partent, ils sont assis ici, comme vous, et d'un seul coup, ils ne peuvent plus retourner chez eux. Il faut qu'ils fuient, il faut qu'ils aillent trouver un autre endroit. C'est ça un peu le concept de réfugié. Là, nous sommes à la rentrée d'une vallée importante en Afghanistan. C'est la vallée du Panjshir, et c'est là où un jeune combattant, un jeune ingénieur nommé Massoud, avait eu l'idée de se battre contre les Russes, un homme contre un empire. Et ce qui est important aussi de comprendre que l'histoire de l'humanité s'est faite par des individus. Chacun de nous, de vous, nous avons la possibilité, par nos actions, par ce que nous faisons, par nos idéaux, de changer le monde. Le changement de monde, c'est toujours arrivé par les individus. Donc c'est ça aussi. Pour moi, c'était important, ce rencontre. Cet homme, voilà, avec qui j'ai passé beaucoup de temps à jouer aux échecs, avec l'appareil photo à gauche, et Massoud. C'était des moments aussi importants pour arriver finalement à avoir un portrait qui explique un peu le personnage, qui était, comment il a fait. C'est l'homme qui a aidé pour détruire le mur de Berlin. C'est l'homme que grâce à lui, et c'est ce qu'il a fait, et les Afghans, que l'Union soviétique était complètement détruite. D'autres moments forts dans, je sais pas, ceux qui vous connaissez, les Kessel, le cavalier de Kessel. Une image récente que j'avais fait, suivi des forces spéciales américaines sur le front afghan-Pakistan, la guerre qui mène. Et c'était aussi montré ça dans cette image, de dire que les armées qui viennent au nom de libérateurs, s'ils ne respectent pas la culture des gens, ils vont perdre la guerre, et que les gens ne vont plus le considérer comme libérateur. Ça, c'était une scène, les soldats américains, ils rentraient avec leurs chaussures dans les lieux saints où les gens ils priaient, et ça, c'est des choses qui ne se font pas. Donc, vous voyez, c'est des petites histoires, mais racontées, de dire que l'irrespect de culture de quelqu'un peut engendrer des graves résultats. Passer du temps avec les soldats, je me suis aussi rendu compte qu'ils sont aussi victimes de ces guerres que les Afghans eux-mêmes. En réalité, toutes ces guerres, tous ces conflits, ça se décide ailleurs, ça se décide, comme vous le savez, pour les intérêts économiques, pour les intérêts géopolitiques, et jamais pour les intérêts des peuples. Jamais. Ne croyons pas à tout ce qu'ils disent, on va emmener la démocratie, on va attaquer tel pays pour la démocratie. Ça n'existe pas. Ce sont des intérêts purement économiques et qui se jouent. Donc, que ce soit un soldat afghan ou un soldat français, ou un jeune afghan, ou les familles afghanes, ou irakiens ou kurdes, ils sont tous victimes de ces guerres qui est décidée rien que, comme vous le savez, pour des intérêts économiques, une grande partie. Voilà le résultat de ça, d'arriver dans les zones complètement cachées
et se trouver dans un atelier où les petits-enfants, ils sont en train de faire la même. Nous sommes dans une région au monde où 10 milliards de dollars par mois est dépensé pour la guerre, et les gens vivent des scènes comme ça. Donc, vous voyez un peu la différence de ce qu'on nous explique et ce qui est la réalité sur terrain. Mais comme je disais, le plus important pour moi, c'est la beauté de l'humanité. Et ici, c'est en Turquie, pour couverture de National Geographic. Là, c'était le conflit en Moyen-Orient. Quelle est l'origine de ce conflit? Ça, c'est une des raisons de ce conflit. J'avais passé aussi beaucoup de temps à travailler avec Arafat pendant la guerre. Donc ça, c'était une image qui sortait de l'ordinaire et qui montrait un peu complètement une autre vision de personnalité, le portrait de ça. Ou montrer la guerre, pas par les êtres humains qui sont morts, mais par juste d'autres visions de la guerre. Pourquoi la guerre? Pourquoi faire la guerre? C'est toujours la question aussi que je me pose, et j'essaie de poser avec mes photographies aussi. Mais le portrait des êtres humains, c'est là où c'est le plus important pour moi, c'est d'effacer, comment dirais-je, de m'effacer quelque part, de ne pas jouer le photographe qui va montrer avec les techniques et autres quelque chose. Par contre, de créer un lien où les gens qui regardent la photographie et les photos que j'ai faites, ils arrivent à avoir une connexion directe. Je disparais en tant que photographe. Sur le Place Tahrir, la révolution, le printemps, tout ce qui était en Égypte, je cherche toujours aussi ce qu'on ne cherche pas beaucoup, c'est le pourquoi des événements. C'est important de savoir pourquoi tel événement arrive, pourquoi ça se fait comme ça. Et ça, c'était sur le Place Tahrir, quand les gens ils avaient révolté, et cet homme qui tenait le pain comme les choses les plus précieuses pour lui. C'est parce que beaucoup de gens ont faim aussi simple que ça. D'ailleurs, sur le Place Tahrir, quand on parle de citizen journalism, que vous sachiez, ce garçon, il avait créé un site internet sur le Place. Il demandait à tous les gens qui avaient leur téléphone portable et qui étaient assiégés sur le Place, des milliers de gens, et qui filmaient avec leurs appareils photographiques, et le carte était plein, en disant « Je vais vider vos téléphones et je vous envoie par email tout ce que vous avez, mais permettez-moi de mettre sur un site. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc son site a dépassé CNN, BBC à l'époque parce qu'il avait utilisé une nouvelle formule qui était chacun qui avait un téléphone, c'était devenu son reporter. C'est des idées comme ça aussi qu'aujourd'hui, chacun de vous peut créer un média qui peut dépasser le grand média traditionnel. Travail sur les réfugiés, ça c'est des réfugiés Rwanda, Burundi. La famine, c'était aussi une plaie importante dans notre siècle. Et j'avais envie de travailler sur ça, mais quelque part, j'avais honte d'aller me trouver devant les gens qui meurent de faim et qui sont tombés par terre et les photographier. Et entre nous, les photos que j'avais vues des autres amis photographes, ça ne me plaisait pas. J'avais envie de dignité de l'humain. Pour cela, c'était un film avec Frédéric Mitterrand que je devais partir et j'ai décidé pendant 72 heures de ne pas manger à Paris, dans mon appartement, pour qu'au moins, au bout de 3 jours que vous n'avez pas mangé, vous sentez qu'est-ce que ça veut dire avoir faim. Et quand vous trouvez devant des êtres humains, et c'est là d'un seul coup que je me trouvais pas devant quelqu'un qui est en train de mourir comme un objet, mais comme un être humain digne, qui est comme le statut de Rodin qui me pose la question. Pourquoi? Pourquoi vous nous laissez mourir de faim? Vous qui avez la possibilité de transporter 10 000 soldats dans 24 heures d'un continent à l'autre, avec tout leur matériel, vous n'avez pas le moyen de nous faire à manger. C'est ça, au fond, c'était cette statue de Rodin. Pour moi, c'était devenu le penseur humain qui nous posait toutes ces questions. Vous qui avez les moyens d'envoyer
autant de matériel au fin fond du monde ou même sur la Lune ou Mars, vous n'avez pas le moyen d'emmener quelques petites gouttes pour moi. Vous, que vous avez des drones qui délivrent le mort, vous n'avez pas de moyen d'avoir des drones qui livrent la vie. Voilà ce que j'avais envie de, quelque part, arriver à ce que je disparais comme photographe et que c'est elle ou lui, je n'ai jamais su c'était une fille ou un garçon qui pose cette question. Après le massacre de génocide à Rwanda et Burundi, donc je me suis rendu compte plusieurs fois là-bas, rencontrer des gens et voir ces 12 000 enfants qui étaient complètement perdus, ils ne savaient plus quoi faire. UNICEF et Croix-Rouge International, ils avaient un programme qu'ils avaient commencé par d'autres photographes, mais qui n'avançait pas. Donc ils m'ont demandé de les aider, de lancer le programme. J'ai formé les réfugiés locaux. Ils ont fait les portraits de 12 000 enfants, comme ça. Et après, on a créé des expositions photographiques dans tous les camps de réfugiés. Et grâce à ce programme, pendant 4 mois, il y a eu 3500 enfants qui ont trouvé leurs parents ou leurs oncles ou quelque chose. Donc, chaque fois que je me trouve dans une société civile endommagée, dans une zone de guerre, et qu'il y a un problème, la première question que je me pose, est-ce que la photographie peut aider à résoudre ce problème? Et vous allez voir, la photographie a les moyens, a les possibilités d'aider à régler beaucoup de problèmes sociaux. Ça, c'était un moment de retrouvailles. Un autre moment important aussi, dans la guerre, je suis à Sarajevo. Vous avez certainement vu énormément de photos des morts, des blessés dans Sarajevo. Mais pour moi, ce n'était pas ça que je voulais montrer. Je n'allais pas me mettre dans le morgue et photographier les morts. C'était les vivants. Comment ils vivent, ces gens-là, pendant des sièges. Je rencontre cette petite fille, quelques jours avant Noël, comme ça, adossée au mur. Étonnée. Personne ne bougeait, les francs-tireurs étaient partout. Elle est là. Je la photographie, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je vends mes poupées. Pourquoi tu vends tes poupées? Parce que ma grand-mère a faim depuis 4 jours, elle n'a rien mangé. Au fond, c'est ça la guerre, la réalité. Ce n'est pas juste montrer des morts et des blessés et des ambulances. C'est emmener une petite fille de 9 ans de dépasser de ce qui est le meilleur dans sa vie. C'est aussi simple que ça. Ou de me retrouver à Karabakh quand les soldats arméniens ils ont massacré tout un village azerbaïdjanais une nuit. Personne n'en parle de ces massacres. Et je me trouve devant ces femmes qui me disent, voilà, la veille, il y a 600 personnes qui étaient massacrées par les soldats arméniens dans ce village azerbaïdjanais. D'autres choses qui me gênent beaucoup, c'est cette liberté qu'on est en train d'éduquer nos enfants à tout ce qui est militaire. Tous ces jeux de vidéo, le War Games, ce n'est pas innocent. Derrière tout ça, c'est toute une machination pour que nos enfants, pour que nos ados, ils apprennent à tuer en appuyant sur un bouton. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois les résultats ça sur terrain. Je vois ces jeunes soldats à 18 ans qui arrivent et qui finalement ils jouent sur un écran pour appuyer et envoyer des vrais fusées. Mais pour ça, il faut que depuis leurs enfants, ils apprennent à jouer ça. Donc, tous ces jeux vidéo que vous trouvez, que ça se joue, ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin. Il y a derrière ça, il y a toute une histoire. Comme cet enfant. Ça, c'est un des meilleurs moments dans mon travail. Quand je m'incline devant les gens. Quand je suis sous leurs pieds. Parce qu'un photographe, c'est sous les pieds des gens. Si on n'est pas sous les pieds des gens, on ne peut pas montrer leur dignité. Et ça, c'est une femme, un paysan indien, au fin fond de l'Inde, avec un travail très dur, pieds nus qui travaillait dans ces champs, et que j'étais tellement... je me semblais humble devant cette femme qui travaille des heures entières sous ses pieds. Et quand je levais ma tête pour voir le visage, voilà ce que c'est son visage. C'était aussi ça. Les relations de ce que je crée dans mon travail avec des gens que je photographie. Être la poussière sous leurs pieds.
ou un autre. J'essaie de répandre les magazines, les livres, les films, mais aussi des expositions. Je suis architecte de formation, donc j'ai laissé tomber l'architecture, mais j'utilise les cités, les endroits, comme un lieu d'exposition. Là, ici, c'était à Bastia, le portrait de Laetitia et la petite fille afghane, que j'avais mis les deux ensemble. À Doha, Qatar, récemment, une exposition sur le palais de Bourse, quand il m'avait donné la carte blanche de faire une exposition, et j'ai créé ce genre d'événement, enfin, d'exposition. Ou à Bonifacio, dans une caserne de Légion étrangère. Et j'avais aussi promis un jour à Massoud que je ferais une exposition pour les gens d'Afghanistan, et j'ai fait ici pour tous les gens. C'est une installation que j'ai faite. Utilisation de la photographie aussi, envoyer des messages. Neda, c'était une fille iranienne qui était tuée dans les manifestations. J'ai fait faire 500 portraits d'elle et que les gens, ils portaient ça dans les différentes villes pour préparer ça. Ça, c'était à Washington, devant le White House aussi. Une exposition récente sur le quai de Seine, le portrait tous ces portraits des gens qui font le café. Une des dernières au Petit Palais récemment que j'avais organisé tout ça. Donc, c'est scénographie que je fais et aussi je crée des lieux pour qu'ils deviennent une destination pour la photographie. Mais c'est ça qui m'importe, c'est que si vraiment on doit éduquer les gens, il faut les enfants. Pour la paix, il faut commencer par les enfants. Et pour cela, depuis le début de mon travail, photographe, j'ai aussi commencé à travailler pour ce que je crois, le Informal Visual Education. Aujourd'hui, les écoles normaux, ça ne répond pas. Les traditionnels, ça ne répond pas. Donc, de plus en plus, depuis une trentaine d'années, je fais ce qu'on dit la formation à la photographie. Ça, c'était une des premières cours photo. J'ai changé un petit peu. Non? Je fais une magazine pour les enfants gratuit en Afghanistan. Ça, c'est distribué gratuitement. Une magazine pour les femmes en Afghanistan aussi. Former des femmes afghanes qui deviennent des cinéastes, qui deviennent des reporters photographes. Même un de nos élèves photographes récemment, un Afghan, il a gagné le prix Pulitzer de photographie. On fait aussi des grandes soirées dans les villages afghans, les films éducatifs qui sont montrés dans les villages. Une autre radio, à Ramallah, j'ai aidé formation d'une radio pour les femmes en Afghanistan et aussi à Ramallah. Là, c'est des groupes de jeunes dans des atlas marocains qu'on est en train de former. Donc, beaucoup de formation des jeunes, que ce soit dans les zones de guerre ou ici, par exemple, dans un internat. Ça, c'est dans les banlieues européennes, dans le Sicile, le banlieue le plus dur de l'Europe. On est en train de former une centaine de jeunes qui deviennent le reporter de ce ghetto, qui est Librino. Ou vous avez entendu parler à Toulouse de Mirail. Pendant un an, on a travaillé là-bas, formé 40 jeunes de Mirail pour qu'ils photographient le Mirail, qui montrent aux Toulousains de quoi s'agit-il. Ces endroits ne sont pas des coupe-gorges, c'est des gens comme vous et moi qui habitent. Ou j'utilise l'Internet aussi en lançant des concours photographie pour les enfants. Children's Eyes on Earth. Ça, c'est donner les grands thèmes de photographie pour les enfants. Ils deviennent de plus en plus très bons photographes. La première, c'était I love nature, I fear pollution. J'aime la nature, je crains la pollution. Et regardez les 6 gagnants. La première en haut, une fille de 8 ans avait fait ça. Le deuxième, un garçon de 14 ans. Donc, de plus en plus, comme je disais, mes actions s'est emmené vers beaucoup des enfants, la formation des enfants, et maintenant, réfugiés. Ça, c'est un travail récent que je suis rentré hier soir, en réalité. Je suis un peu KO. Je suis arrivé à minuit venant de Kurdistan irakien. Et ça, c'est dans un camp de réfugiés
avec Arte il y a un an, et Laurent Godet, l'écrivain, qu'on était parti pour faire un travail. Donc ça, ce sont mes photos récentes de ce camp de réfugiés. Quand je parle de réfugiés, c'est ça que j'ai envie que vous voyez. Or, elle était comme vous, juste avant. La guerre arrivait, elle a dû partir, fuir, et se trouver sous une tente. Ou cette fille, la petite fille réfugiée. Donc, pour les 5 prochaines années, je commence un projet qui s'appelle Exile Voices, me concentrer de plus en plus sur le travail de réfugiés, de photographie des réfugiés, mais aussi former des jeunes réfugiés dans chaque camp à métier de photographie, vidéo, pour qu'ils deviennent les reporters de camp. C'est ça que je suis depuis plusieurs années. Ça, c'était à Ouganda, une première fille des réfugiés. Là, c'est dans le camp que vous venez voir en Irak, Kurdistan. Ce sont des élèves que depuis 1 an et demi, je travaille avec eux pour les former à la photographie. J'ai formé un professionnel local et que maintenant, toutes les semaines, je donne des sujets à faire. Et les enfants, ils sont en train de photographier tous les jours le quotidien de camp. Voilà ma classe. C'est ma tante, enfin, si vous voulez, de venir un jour dans le camp de réfugiés. C'est ma classe ici. Et ce que j'essaie de les apprendre, c'est pas de dire que je vais vous former à la photographie, c'est de dire toujours que je vais vous donner un outil que vous pouvez vous exprimer au monde. Et c'est ça la réalité de ce que je fais. Ce n'est pas la photographie en soi-même. Je suis un conteur. Et donc, cette fille-là, Maya, elle ne faisait pas partie de l'école le premier jour que je suis arrivé, mais elle est venue presque en forcing. Pendant déjà une demi-journée, elle était devant la tente. Il faisait moins de degrés. Elle écoutait. Et elle ne voulait pas partir. Je l'ai appelée, j'ai dit, pourquoi tu es là? Il dit, bah, j'ai entendu de ma copine hier soir que vous donnez un outil qu'on peut exprimer, on peut s'exprimer. Vous voyez, elle a 12 ans. Je dis, oui, je te donne un appareil, tu viens demain, tu m'expliques qu'est-ce que tu as envie de montrer au monde. Comment tu vas? Mon assistant à côté, il m'a dit, monsieur, pourquoi vous donnez l'appareil à n'importe qui vient? On n'a pas... j'ai dit, écoutez, on va voir ce que Maya, elle fera. Le lendemain, je commençais à 9 h du matin le cours. Maya n'était pas venue. 9 h 30, mon assistant, il commence à me dire, je vous avais dit qu'on a perdu un appareil, qu'elle est partie, qu'elle ne viendrait jamais, qu'elle a pris l'appareil parti. On n'a même pas eu le temps d'écrire. J'ai dit, on va voir. À 10 h, elle est arrivée. Et comme je suis un peu dur dans mes cours, je l'ai interpellée. J'ai dit, viens Maya, pourquoi tu es en retard? Elle est arrivée avec son appareil photo et une photo qui dit, monsieur, voilà pourquoi je suis en retard. Je vous assure, ça faisait des mois que je n'avais pas tombé en sanglots quand j'ai vu ce qu'il m'a montré. Elle avait tout compris. Elle disait, voilà pourquoi je suis en retard. Mes chaussures étaient gelées et j'ai dû attendre le dégel À 12 ans, elle a tout compris ce que c'est la photographie, comment on peut s'exprimer, comment on peut au monde ce que nous vivons. Ça, c'est le travail de Maya. Donc, certes, je suis persuadé que l'art, c'est une vraie solution pour beaucoup de problèmes humains aujourd'hui. Mais il faut ajouter quelque chose en plus à cet art. Et c'est ça. C'est vraiment la solution, c'est ça. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre affaire. C'est art et art and heart. Et pour arriver un jour où l'humanité en entier sera la possibilité d'une telle envol. Merci beaucoup de votre temps. Un plaisir. Merci beaucoup.